Radio J, Affaires publiques, Alexis Lacroix. Ilana Sicurel, bonjour. Bonjour Alexis. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Nous sommes vendredi. On va commenter une semaine mouvementée, tumultueuse, pleine d'affaires et de rebondissements. Je rappelle bien sûr que vous êtes députée européenne, vous êtes membre du bureau renouvelé, du bureau exécutif renouvelé de La République En Marche, et vous êtes aussi en charge des questions éducatives. On y viendra dans un instant au cours de cet entretien politique de fond. Alors d'abord, commençons par une question très ouverte. Ilana Sicurel, vous êtes évidemment de ceux, de celles qui allaient compter dans la future très probable campagne pour sa réélection du président de la République, Emmanuel Macron, dont vous êtes une proche depuis longtemps. Vous avez cofondé le mouvement avec d'autres et avec lui. Comment vous jugez cette fin d'été, cette progressive entrée en campagne de chacun des protagonistes? Quel est le climat, d'après vous, qui domine aujourd'hui en France dans l'espace public ? Écoutez, d'abord, permettez-moi de dire qu'au point de vue de la pandémie, même si on ne sait pas comment ça va évoluer, il y a quand même aussi des signes très positifs. De la vaccination, du fait qu'on peut commencer à envisager d'enlever les masques à l'école primaire. Donc, il y a des éléments qui, pour moi, sont très positifs sur le plan de la reprise, sur le plan de la réindustrialisation de la France, l'ouverture, allez, prenons un exemple très concret, dans le Pas-de-Calais, d'une usine SEB qui va créer 500 emplois. Il y a des dynamiques positives. Les différents paris, on va dire, depuis 2020, du président de la République, de son entourage, sont plutôt en train d'être gagnés. C'est ça que vous suggérez, Ilana Sicurel. Voilà. Ce qui est difficile, c'est de faire vivre une parole positive dans ce pays et dans le débat public, en fait. Il y a les bonnes nouvelles, sans être non plus en train de dire qu'on vit une période facile, parce que ça n'est pas vrai. Parce que sur le plan planétaire, on vit une période difficile au plan chacun personnel et au plan collectif. Mais ce qui est difficile, c'est de faire vivre la parole positive dans le débat. On est à l'heure des réseaux sociaux, les algorithmes font vivre tout ce qui est... On est en train de faire vivre les nouvelles les plus crash possibles, trash. Et c'est ça notre réalité. Donc, je pense que... moi, je souhaite évidemment qu'Emmanuel Macron soit candidat. Je pense qu'il est très attaché à l'idée, comme il l'a dit souvent, d'être président jusqu'au dernier quart d'heure. Donc, de ne pas être et de ne pas jamais risquer de ne pas s'occuper de la manière la plus sérieuse possible de la mission qui est la sienne de président de la République. Maintenant, oui, nous souhaitons collectivement à La République En Marche et dans la majorité présidentielle qu'il soit candidat. Il a l'énergie pour, et je crois qu'il a montré, et c'est ce qui est frappant quand vous le rencontrez, une énergie inoxydable. Ah oui, une énergie de fer pour les Français. Une énergie inoxydable, mais vous avez le sentiment qu'il a pris déjà sa décision d'une nouvelle candidature, ou pour l'instant, entouré de quelques proches, de Jérôme Perra, de ses conseillers politiques à l'Élysée, de ses journées, etc. Il étudie les conditions de possibilité d'une nouvelle candidature. Quel est votre sentiment ? Moi, mon sentiment, c'est qu'il a, comme je l'ai dit à l'instant, un immense sentiment de responsabilité et que donc il veut être dans le bon timing. C'est très important, le timing en politique. Donc pas trop tôt. Là, pour l'instant, le mot d'ordre, c'est pas trop tôt. Ce qui l'empêche de se déclarer, c'est pas qu'il n'a pas envie d'y aller, ce n'est pas qu'il ne se sent pas capable d'y aller, c'est qu'il respecte en fait le temps extrêmement difficile dans lequel nous sommes, et il ne veut pas envoyer aux Français un message qui voudrait dire « je suis maintenant en train de me faire réélire ». Donc je crois que c'est ça qui l'occupe, et c'est vraiment, il est tout à sa tâche. Alors, on peut en parler. Emmanuel Macron, en 2016, quand il a émergé comme une personnalité présidentiable, a très tôt, bien avant d'ailleurs l'effondrement de François Fillon, préempté l'opposition binaire, la dichotomie qui lui a porté chance d'ailleurs, entre moderne et ancien, on va dire entre progressiste et conservateur, pour le traduire en termes politiques. Vous pensez que il va à nouveau rééditer en quelque sorte cet exercice idéologique de dichotomie fondée sur l'opposition du progressisme républicain et du conservatisme populiste ? Alors j'aime bien que vous ayez ajouté le mot républicain. Ça me va bien parce que ça met un peu de passé dedans. Parce que le problème pour moi du mot progressisme, c'est que chacun y voit quelque chose d'autre. Et donc pour moi, tout seul,
c'est l'objet de beaucoup de malentendus. C'était d'ailleurs une des critiques à l'époque de notre ami, critique constructive, de notre ami commun Alain Finkielkraut, vis-à-vis de l'emploi de ce terme qui est tellement connoté, qui se réfère essentiellement à l'histoire de la gauche et de la gauche progressiste. Et donc, vous pensez qu'il a médité sur ça ? Il se positionne au fond comme le candidat du rassemblement de tous les républicains contre le populisme. Je crois que il va y avoir deux clivages, c'est européen, pro-européen ou anti-européen, et deuxièmement, républicain ou populiste. Ouais. Et je crois que dans ce qui se joue en ce moment en France, on est encore dans un cadre de rationalité. C'est-à-dire tant que vous êtes pour invoquer des références qui nous sont chères, Hannah Arendt, tant qu'on est dans les faits, c'est pas des opinions. C'est factuel, c'est une approche scientifique des choses, et c'est le monde commun. Le jour où vous basculez dans une remise en question de ce monde commun, où vous commencez à raconter à peu près n'importe quoi sur les faits, ce qui quand même gagne de plus en plus de politique, c'est peut-être ça notre problème. Il n'y a plus d'accord sur la description de la réalité. Voilà. Il n'y a que des opinions très relatives et qui sont déconnectées de la réalité. Voilà, et ce jour-là, vous n'avez plus de monde commun, et ce jour-là, vous êtes en risque d'avoir un populiste qui prend le pouvoir parce qu'il ne parle plus de la réalité et parce que, souvent par désespoir, les citoyens ont fini par une forme de psychotisme, de cesser de s'intéresser aux faits pour se dire qu'on me raconte une histoire. Or, l'histoire racontée n'est pas une solution. Alors, vous le connaissez bien, effectivement, le président de la République, on peut dire que vous êtes une de ses proches depuis longtemps. C'est une personnalité dont vous avez vu progressivement l'émergence, avec tout le talent qui est le sien. Je me souviens qu'au moment de la crise des Gilets jaunes, le président de la République avait émis une analyse, au fond, il avait pointé la dramaturgie déréalisée, ou en tout cas éloignée du réel, à laquelle se livraient les chaînes d'information en continu. Quand vous voyez que hier soir, sont invités deux ténors de la future probable campagne. L'un d'entre eux n'est pas officiellement candidat. Jean-Luc Mélenchon face à Éric Zemmour. Est-ce que vous vous dites que cette dramaturgie irréelle continue dans les chaînes de flux de la télévision française? Je pense que ces deux personnages de notre vie politique se ressemblent d'une certaine manière parce qu'ils sont dans le théâtre. Ils sont dans le théâtre, et je pense que Éric Zemmour prolonge le plus possible ce qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire le rôle de polémiste. Je ne vois aucune espèce de proposition constructive pour l'avenir des Français. Je ne vois que de la provocation qui va de plus en plus loin, et des choses extrêmement offensantes je ne veux même pas y revenir, où il met sur le même plan les victimes de Mohamed Merah et l'assassin lui-même. Et vous pensez qu'on peut On a eu l'occasion évidemment de commenter des propos tout à fait scandaleux auxquels vous faites référence et de les déconstruire sur l'antenne de Radio J, mais vous pensez que par ailleurs, on peut le créditer d'une sincérité quand il dit que son cœur saigne face à une France qui, entre guillemets, disparaît ? Je crois que c'est un provocateur, et un provocateur n'est pas sincère. D'accord. Un provocateur veut exister par cette posture, et c'est ce qui, probablement, à un moment donné, quand il sera question de mettre sur la table des propositions sérieuses, ne pourra pas suivre. Et alors, de l'autre côté, il y a Jean-Luc Mélenchon, qui incarne aussi une autre facette, on va dire, de la colère française. Quelle analyse politique faites-vous de son positionnement actuel ? C'est-à-dire que c'est un positionnement très difficile à saisir, puisque précisément, il se cherche, et il n'y a pas de colonne vertébrale. Il y a on voit bien que quelque chose de très plastique, Ilana. Les deux extrêmes peuvent potentiellement se rejoindre, et c'est d'ailleurs un des dangers qu'on a devant nous. Et il y a chez l'un comme chez l'autre une absence totale, je dirais, d'un minimum de bonne foi. Revenons aux faits. Je veux dire, ils ont été l'un et l'autre dans une critique absolument systématique de toute la gestion de la crise, qui finalement ne se passe pas si mal pour la France. Est-ce qu'on a entendu l'un ou l'autre, à un moment donné, faire son mea culpa ou reconnaître la moindre qualité? Prenons l'Europe. Je me souviens d'Éric Zemmour disant, regardez comme l'Europe n'est pas au rendez-vous, etc., au moment des vaccins. Aujourd'hui, l'Europe est devenue la première
puissance de production du vaccin, 3 milliards de Tout vaccins, à fait. dont beaucoup vont aller vers le tiers-monde, vers les pays qui ne peuvent pas se les offrir, Tout à fait, il faut à le la dire. fois pour des raisons sanitaires et humanitaires. Il faut le dire, hein, effectivement, l'Europe, c'est une puissance de générosité aujourd'hui à l'égard des mondes, on va dire, sous-développés ou en développement, qui n'ont pas accès encore à la vaccination de masse. Et l'Europe est le premier acteur à aider ces mondes-là, notamment l'Afrique, bien sûr, à accéder à une vaccination de masse. Mais revenons à l'essentiel. Dans le fond, Éric Zemmour, c'est un être paradoxal. Il se présente comme le chantre de l'amour de la France, mais je vais reprendre la très jolie formule de notre ami Alain Finkielkraut. Il nous prive de toutes les raisons d'aimer la France. Et cet idéalisme français, avec les droits de l'homme, cette manière de toujours vouloir pour le monde, avoir un souci pour le monde, Absolument. il nous en prive. La galanterie, cher Alain Finkielkraut, il nous en prive ô combien. Je ne reviendrai pas sur les propos qu'il tient sur les femmes qui sont proprement insupportables. Mais en réalité, il est un être éminemment pessimiste. Je disais, Coluche s'était présenté, il nous faisait rire. Zemmour, il nous fait pleurer. Et il nous fait pleurer sur le déclinisme de la France. Mais a-t-il des solutions contre ? Non, il s'en repaît. C'est son fonds de commerce. Et on voit, et je crois que ça va être ça aussi, l'une des lignes de fracture de cette campagne. Qui construit ? Je veux dire, qui propose, et on voit bien que les Français, ils ont peur du déclassement. C'est ça la grande inquiétude des Français. Le déclassement pour leurs enfants, que leurs enfants vivent plus mal que ce qu'ils ont pu eux-mêmes vivre. On voit bien qu'il y a des choses qui se profilent, qu'il y a une proposition du côté d'Emmanuel Macron et de la majorité présidentielle, portée aussi par Jean-Michel Blanquer en termes d'éducation, revenons quand même à cette mesure phare du quinquennat qui s'achève sur le dédoublement des classes en réseau d'éducation prioritaire. On va y venir, Ilana Sicurel. Effectivement, il y a beaucoup de choses à voir sur comment on reconstruit l'ascenseur social. D'ailleurs, c'est au cœur de vos missions actuellement. Comme députée européenne, vous êtes très impliquée dans ces questions d'éducation. Et vous avez raison, le dédoublement en fait partie. Mais encore une question sur le climat de la campagne telle qu'elle s'annonce. Vous n'avez pas tout à fait répondu sur les chaînes d'information en continu. Est-ce qu'elles produisent à nouveau un spectacle on va dire, extrêmement théâtralisé, mais aussi un peu déréalisé, d'après vous, éloigné de la réalité ? Je pense qu'on est dans un état encore beaucoup plus inquiétant qu'en 2017. On s'est installé dans cette politique spectacle. Les trains qui arrivent à l'heure, là, ça n'intéresse personne. On n'en parle pas, en tout cas, sur ces médias de flux. Prenons Zemmour. Zemmour est une création médiatique. Alors aujourd'hui, il veut se présenter comme la grande victime d'une une de Paris Match. En ce qui me concerne... Il n'est pas victime de ça ? Ce que je pense, c'est que moi, j'attends ses propositions. Je préfère l'attendre. Ce n'est pas ma manière de faire. Ilana Sicurel, quand l'ancien Premier ministre Manuel Valls, mercredi soir, lorsque la une a été révélée, disons, sur les réseaux sociaux, interrogé, il dit je crois qu'il faut déconstruire l'argumentaire, les propositions, les idées d'Éric Zemmour, mais en aucun cas s'attaquer à sa personne et à la vie privée de sa personne. Est-ce que ça, c'est pas la bonne ligne d'un républicain ? C'est-à-dire, on condamne les idées d'un individu, on ne s'attaque jamais à l'individu. Non, mais je suis à 100% alignée sur les propos de Manuel Valls, c'est une évidence. Mais ça fait aussi partie de cette presse qui va nous priver d'un débat de qualité. Donc c'est exactement ce que je vous dis. Pourquoi ils vont nous priver du débat de qualité, justement ? Parce qu'on ne demande pas aux candidats d'arriver avec des propos. Il n'y a pas d'exigence de la presse aujourd'hui. Au contraire, c'est la presse qui vous... Souvent, je ne veux pas évidemment insulter une profession à laquelle j'ai appartenu autrefois et que je respecte énormément, mais force est de constater qu'en fait, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux où les algorithmes qui fonctionnent, c'est des choses qui sont étonnantes, qui sont spectaculaires, qui rompent avec ce qui est attendu. Et puis vous savez que quand vous basculez dans une forme de complotisme et que vous divorcez avec la réalité des faits, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Donc vous racontez exactement ce qu'a besoin d'entendre. On tombe dans une forme de fiction. Donc je crois qu'on est dans ce piège-là. Est-ce qu'il va y avoir... Moi, j'appelle
rappelle, oui, les médias ont une certaine responsabilité. La campagne n'est pas encore ouverte. Il faut revenir à une forme de sérieux, à une forme d'enquête, à une forme d'investigation sur quelles sont les propositions qui tiennent la route, quelles sont celles qui sont inexistantes, quelles sont celles qui reposent sur des faits mensongers. Les journalistes doivent contribuer aussi, oui, à faire remonter le niveau et on verra quelles sont les politiques qui tiennent la route. Alors avant de venir aux propositions, parce que vous en avez, est-ce que vous pensez que les journalistes, dans leur globalité, sont capables de remplir l'exigence que vous pointez ? Bien entendu qu'ils en sont capables. Vous savez, ce qui est le plus rare dans notre société, c'est le courage. Et ça, c'est pas nouveau. Donc, il faut du courage pour travailler. Ils sont formés, nos journalistes. Ils ont tous fait Sciences Po. Enfin, ils sont tout à fait armés. Simplement, il y a eu une habitude, une forme de paresse collective, et c'est les journalistes, mais aussi ceux qui lisent, d'être... En fait, je crois qu'on est dans une période de mutation, de transition, qu'on est... Cette histoire d'Internet, c'est un peu comme l'imprimerie. C'est un événement absolument majeur, et on n'a pas encore toute la régulation. On l'a fait au niveau européen. Vous savez qu'on a fait des avancées absolument énormes sur le plan de la régulation. Aujourd'hui, c'est un peu un univers de non-droit. Nous avançons à la fois dans le droit, mais aussi dans la responsabilité des uns et des autres. Et cette prise en compte de notre position d'otage des algorithmes, eh bien ça, c'est un enjeu majeur. Et peut-être que cette campagne sera l'occasion d'en prendre collectivement conscience. Un enjeu majeur de civilisation, visiblement, on va y revenir dans un instant. Alors on évoquait les questions d'éducation, comment rallumer les lumières, mais comment rallumer aussi une espérance collective dans la société française. Vous le disiez, Ilana Sicurel, à l'instant, au micro de Radio J, il y a beaucoup de Français qui ont le désir que leurs enfants vivent mieux qu'eux, mais ils ne sont pas sûrs d'y parvenir, de pouvoir leur offrir ce monde-là. Quelles sont les propositions sur lesquelles vous travaillez collectivement pour que, justement, il y ait une espérance sociale et économique qui soit au rendez-vous de la France des 5 années qui viennent? Non, je crois qu'on a pris un chemin intéressant avec ce constat des 20% de nos enfants qui, à la fin du CM2, ne savent ni lire, ni écrire, ni compter, respecter au cru, a ajouté le ministre. On commence à avoir des premiers résultats. Donc ça, il faut le poursuivre. Vous pensez que c'est dû à la mandature de Jean-Michel Blanquer et à son travail de fond? C'est très clair. Ouais. C'est très clair, c'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que j'ai aimé chez Emmanuel Macron, c'est son pragmatisme. On fait un diagnostic, c'est 20% des jeunes Français qui quittent le CM2 sans savoir lire, écrire, compter. Oui, ce qui est considérable. On propose un dispositif qui est de dédoubler les classes. Au lieu d'être 24, on est 12, avec une pédagogie qui l'accompagne. Et si vous faites le calcul, vous verrez que vous êtes à peu près à 20% d'enfants touchés, puisqu'en période de croisière, maintenant, il y a les grandes sections de maternelle, le CP, le CE1. On sera à 400 000 enfants. Je vous laisse faire vos calculs, c'est à peu près 20% d'une classe d'âge. Donc, vous voyez que c'est extrêmement concret et on a les premiers résultats. Est-ce que ça suffit? Bien sûr que non. Je pense que on doit faire beaucoup plus dans la mixité sociale. Je crois que quand vous avez un enfant qui naît dans un lieu où il ne voit que des gens qui ont la même religion que lui, le même statut social que lui, l'absence, c'est quelque chose, on le sait. Tout ce que nous ferons viendra se heurter à cela. Et donc je crois beaucoup à une réflexion sur des rencontres, sur une plus grande mixité sociale, mais très accompagnée. Je crois que, d'une certaine manière, le dédoublement des classes, et après je vous ferai un lien avec l'Europe, ça a été une manière de dire il faut répondre à chaque enfant, individualiser, personnaliser, je dirais, le parcours par rapport à un système français qui est beaucoup plus trop dans le formatage. Alors on va venir à la question de l'Europe. Ilana Sicurel, c'est passionnant ce matin sur Radio J. On fait un peu le point, le tour d'horizon des grands sujets politiques et puis peut-être aussi des axes de la campagne future du président de la République pour sa réélection. Donc l'ascenseur social à relancer, l'éducation à améliorer et à renforcer. Ça sera sans doute un des axes majeurs sur lesquels il va travailler avec chacun d'entre vous. Mais avant, quand même, je voudrais vous faire réagir à une proposition qui est déflagrante, qui est intéressante, qui est très critiquée, celle de la candidate socialiste Anne Hidalgo, qui a proposé un doublement du salaire des professeurs face à une situation, disons, globale, on va dire psychologique, morale, où beaucoup de professeurs se sentent les laissés pour compte de la République. Est-ce que ce n'est pas une proposition intéressante qu'il faudrait que La République En Marche étudie, voire s'approprie ?
Alors, la question de la revalorisation des salaires a été au cœur de la mission de Jean-Michel Blanquer et jamais on a investi autant d'argent dans la revalorisation des salaires. Voilà, C'est-à-dire beaucoup d'enseignants n'ont pas forcément le sentiment d'une amélioration réelle de leur pouvoir d'achat. On est bien d'accord. Il faut les interroger, mais il y a 1,5 milliard qui a été investi pour 2021-2022 dans justement la revalorisation et l'amélioration du pouvoir d'achat des professeurs. Et on est dans une trajectoire qui va nous permettre en 2024 d'avoir aucun professeur à moins de 2000. Ça, c'est les chiffres. C'est quand même un effort considérable. 2000 euros. Brut. Oui. Et là, à vérifier 2000 net ou 2000 brut. Moi, je pense qu'il y a un travail beaucoup plus profond qui a été fait par Jean-Michel Blanquer sur le statut du professeur, sur la gestion de sa carrière, sur le fait que les syndicats ne sont plus ceux qui décident où il est nommé, sur la promotion du travail en équipe, sur remettre le professeur au cœur de sa propre carrière, sur la capacité comme ça s'est fait de manière expérimentale à Marseille, du directeur, du chef d'établissement, de choisir son équipe, ou en tout cas une partie de son équipe. On l'a vu pendant la pandémie, parce que comme dans toute entité humaine, vous avez besoin de faire partie d'une équipe et d'avoir quelqu'un qui est votre référent. Tout cela, c'est à mon avis une véritable une transformation de nos systèmes scolaires qui est en train et qui ne se limite pas aux histoires de salaire. Maintenant, le déclin du professeur est un événement européen. Ça, c'est ce dont je me rends compte dans mon travail au plan européen. Et pour moi, placer le professeur au cœur de la campagne est quelque chose d'essentiel. Est-ce que c'est en disant... Au cœur de la campagne, carrément. Oui, ouais. Parce que je pense que quand je vous redis cette phrase, il faut en mesurer l'impact que le déclin des vocations à enseigner est un phénomène européen, je trouve ça d'une gravité extrême. C'est la fin de notre civilisation qui est au bout. Mais Ilana Sigurel, vous avez bien sûr raison, mais en France, c'est sans doute aggravé par le renoncement depuis une quarantaine ou une cinquantaine d'années au système de la méritocratie républicaine, qui était, on va dire, un des aspects de l'exception française. Oui, mais on est en train de remonter la pente. Moi, je crois que ce thème-là, trop souvent est considéré comme un thème corporatiste. Oui, quand vous avez Madame Hidalgo qui promet de doubler toute personne face aux élèves, c'est absolument grotesque, c'est de la démagogie pure et simple, ça coûterait 150 milliards. Donc, elle va peut-être rétablir l'ISF, ça fait 3 milliards, et puis pour les 147, on en reparlera. Ce n'est pas sérieux, et je trouve que c'est une injure aux professeurs. Et pourquoi elle émet cette proposition audacieuse? C'est pour... rassembler autour d'elle, resserrer les rangs du bastion enseignant qui a été longtemps un bastion électoral du Parti socialiste. C'est probablement la prise de parole d'une femme qui sait qu'elle ne sera pas élue, et donc c'est la démagogie à l'état pur. Les professeurs qui sont intelligents n'apprécient probablement pas ce genre de démarche. Alors, on a bien compris votre réponse de la bergère à la bergère. Ilana Sigurel, nous sommes sur Radio J ce matin. On va finir justement par une des dimensions importantes de votre engagement, puisque vous siégez au Parlement de Strasbourg, vous y représentez la voix du mouvement Renaissance, c'est-à-dire de la majorité présidentielle centriste ou néo-centriste. Vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience au sommet de l'État français que la reconquête républicaine, elle passe aussi par cette dimension européenne de l'éducation? Alors, avant de parler d'éducation, je voudrais vous dire que je pense que notre campagne va être très européenne, la campagne présidentielle, parce que on se rend compte d'abord les enjeux stratégiques, on n'y revient pas, mais l'Afghanistan, évidemment, a eu un effet d'accélération, même si c'était déjà, bien sûr, en train d'être construit. Le revers français dans la vente prévue de sous-marins à l'Australie, vous pensez, est aussi un accélérateur de la prise de conscience de la nécessité de défendre davantage d'Europe? Oui, on a vu la solidarité européenne qui s'est exprimée, et c'est sans précédent. Et on a vu également ce dialogue qu'on va regarder avec beaucoup de circonspection avec les Américains, qui est un dialogue non pas vis-à-vis d'un grand frère qui nous regarde avec une certaine condescendance, mais comme un vrai partenaire. Donc je pense que c'est le début d'un chemin, et que finalement cet épisode qui ne remet pas en cause notre industrie, et il ne faut pas s'en inquiéter, est un signal et nous fait prendre la bonne direction. Alors Radio J, vous savez, c'est une antenne bien tenue, donc on rend toujours l'antenne à l'heure. Il nous reste 20 secondes, chère Ilana Sigurel, ce matin. Vous avez-vous une préférence pour la suite d'Angela Merkel à la tête de l'Allemagne, qui est la chancelière ou le chancelier préféré
de Ilana Sicurel. Non, parce que jamais je trouve que ça n'est pas respectueux des électeurs que de se prononcer. Je serai pour le candidat qui sera le plus européen le plus à même de créer cette dynamique dont nous avons besoin, parce qu'il n'y a pas d'alternative, parce que l'Europe, c'est une souveraineté renforcée pour la France. Merci beaucoup. Le candidat, la candidate la plus européenne en Allemagne, à Berlin. Nos auditrices auront évidemment décrypté probablement ce que vous aviez en tête. Merci Ilana Sicurel d'avoir fait un tour sur Radio J. Vous reviendrez très bientôt.